Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le retour de l'un des principaux opposants tchadiens. Succès Masra est de retour à N'Djamena après 1 an d'exil suite à la répression sanglante d'une manifestation qu'il avait appelée contre le gouvernement. La visite de Catherine Colonna au Nigeria, la ministre française des Affaires étrangères, est venue dire que la France augmentera son soutien à la CEDEAO pour restaurer la démocratie dans la région. Nous irons sur place dans ce journal. Henri Lopez n'est plus le géant de la littérature africaine, nous a quittés à l'âge de 86 ans. Il était auteur, écrivain, homme politique. Il laisse une dizaine de livres. Pour en parler, nous retrouverons un de ceux qui le connaissaient le mieux, son travail. Boniface Mongoboussa, professeur de littérature comparée et grand spécialiste des littératures francophones, lui-même congolais. La date et l'heure étaient tenues secrètes par les deux parties, mais Succès Masra est arrivé à N'Djamena. Le principal opposant tchadien est de retour dans son pays après 1 an d'exil consécutif à la répression sanglante d'une manifestation contre le gouvernement qu'il avait appelé. Le président du Parti des Transformateurs a trouvé un accord avec le pouvoir. Kalidoussi. La date de son retour au Tchad était jusqu'ici restée secrète, mais finalement, ce vendredi, Succès Masra a de nouveau foulé le sol de N'Djamena après 1 an d'exil. Le leader des transformateurs était accueilli par les ministres de la Réconciliation nationale et de la communication. Dans sa première déclaration, l'opposant a tenu à rendre hommage aux acteurs de cet accord. Il faut être deux pour faire une réconciliation. Cette réconciliation n'aurait pas été possible si nous, de notre côté, les transformateurs, avions fait le pas et que le chef de la transition actuelle, en l'occurrence le général Mamad, mon frère, n'avait pas fait le pas. Ça n'aurait pas aussi été possible s'il n'y avait pas de cheville ouvrière. L'envoyé spécial du facilitateur, le président Félix Tshisekedi, mais aussi la délégation gouvernementale. Le 31 octobre, la médiation congolaise menée par le président Tshisekedi obtenait un accord pour le retour au pays de l'opposant. Si les termes précis de cet accord n'avaient pas été divulgués, ce vendredi, le ministre de la Réconciliation nationale, Abderrahmane Koulamala, en a dévoilé le contenu. Le gouvernement a une ligne de conduite que M. Masra a acceptée. En retour, le gouvernement a créé les conditions pour un retour apaisé de M. Masra. C'est-à-dire tous les délits et les crimes commis durant ces événements-là seront amnistiés. Les événements du 20 octobre 2022. Ce jour-là, une manifestation contre le pouvoir militaire avait tourné au drame. 73 personnes avaient été tuées selon le gouvernement, 300 selon des ONG. Plusieurs leaders de l'opposition, dont Succès Masra, avaient dû s'exiler. 1 an plus tard, le leader des transformateurs est de retour au pays. Une question demeure. Quel rôle jouera-t-il dans le paysage politique du Tchad ? La France va augmenter son soutien à la CEDEAO pour restaurer la démocratie dans la région frappée par des récents coups d'État. C'est le message qui est venu délivrer Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères. Compte rendu de la visite par notre correspondant à Abuja, Moïse Gomis. Catherine Colonna a annoncé la prochaine restitution de 150 millions de dollars au Nigeria. Des fonds mal acquis réclamés depuis plusieurs années par la justice nigériane, de l'argent public détourné par le général Abacha, président du Nigeria et son entourage dans les années 90. Cette restitution se fera en concertation entre Abuja et Paris et la France rendra cet argent sous forme de dons. Mais le temps fort de cette visite est bien la rencontre que la ministre des Affaires étrangères française a eue avec le président Bola Ahmed Tinubu, puis avec le président de la commission de la CEDEAO. Elle a échangé avec eux sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et au Sahel et l'extension de la menace terroriste. Catherine Colonna a réaffirmé que la France soutient toujours les positions communes défendues par le Nigeria et la CEDEAO pour une résolution de la crise politique au Niger. Depuis le premier jour, nous la soutenons, nous sommes à ses côtés, nous n'avons pas à faire les décisions à sa place, nous ne le faisons pas. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, aussi bien du président Tinubu, de mon homologue Tougar, ou de Omar Touré, président de la commission de la CEDEAO, en français, vous dites ECOWAS, moi je dis CEDEAO, c'est que la stratégie qui est poursuivie demeure de façon constante,
avec la poursuite de demandes claires de libération du président Bazoum, de retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Dernier temps fort de cette visite, le renforcement des liens économiques entre Paris et Abuja et la signature d'un accord inédit de partenariat, un soutien de la France aux industries numériques et créatives nigérianes, avec à la clé un financement de 116 millions d'euros porté par l'Agence française de développement. Dernier jour de visite royale pour Charles III au Kenya, son premier séjour dans une ancienne colonie depuis son couronnement. Ce vendredi matin, il a visité la ville de Mombasa où il s'est rendu dans différents édifices religieux, mais aussi sur la plage pour observer un programme de restauration du récif corallien. Depuis la côte kenyane, Bastien Renouille revient sur ses 4 jours de visite. Ce vendredi matin, le roi Charles III a visité une mosquée de Mombasa, deuxième plus grande ville du pays, où il a rencontré les chefs des différents cultes religieux présents au Kenya. Mais ce n'était pas l'aspect le plus important de ces 4 jours de visite. Une visite articulée autour de 3 thèmes principaux. Tout d'abord, l'économie, c'était le thème le plus cher aux yeux du président kenyan, William Ruto. Le Royaume-Uni est un partenaire privilégié pour le Kenya, avec 1,5 milliard d'euros d'échanges annuels entre les deux pays. Le roi a d'ailleurs visité le port de Mombasa, le port le plus important d'Afrique de l'Est. Ensuite, il y avait l'aspect environnemental. Il faut savoir que la famille royale britannique est particulièrement investie dans la protection de la nature et des espèces sauvages. Il a rencontré différents acteurs de la protection de l'environnement. Il a visité le parc national de Nairobi. Il faut savoir que le Kenya et l'Afrique de l'Est en général sont particulièrement affectés par le changement climatique. Il est extrêmement important d'agir pour essayer de protéger ces différents pays. Et puis il y avait aussi l'aspect historique de cette visite. Le roi Charles III n'a pas présenté d'excuses pour les violences commises lors de la période coloniale, mais il a reconnu les violences qui ont été commises notamment à l'égard des Mau Mau, ce groupe qui a lutté pour l'indépendance du pays entre 1952 et 1960. Mais voilà, pas d'excuses, ce qui a frustré une partie de la population. En revanche, il a bel et bien reconnu les faits. C'était une première pour un membre de la famille royale britannique. On passe à la République démocratique du Congo où notre confrère Stanis Boujakera endure son 56e jour de détention. Aucune nouvelle avancée pour sa 3e audience qui a eu lieu ce vendredi à la prison centrale de Makala. Au cœur du dossier, une note de l'Agence nationale du renseignement. Les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula. C'est la 5e demande de liberté provisoire que font les avocats de Stanis Boujakera. Les 4 premières ont été rejetées et pour la dernière, le tribunal devrait statuer d'ici lundi. Les avocats de notre confrère ont aussi demandé une contre-expertise pour analyser l'authenticité de la note confidentielle de l'Agence nationale des renseignements sur laquelle s'est appuyée Jeune Afrique dans l'article mis en cause. Alors c'est ce document qui est au cœur de l'affaire. Il retrace le rôle qu'auraient joué les renseignements militaires dans l'assassinat de l'opposant Chérubin Okende. Le ministère public affirme que cette note est un faux document. Le tribunal va se prononcer le 17 novembre sur la demande de contre-expertise. Entre-temps, Reporters sans frontières affirme avoir enquêté sur cette note lors d'une mission à Kinshasa. Et pour l'organisation, pas de doute, cette note vient bien de l'Agence nationale des renseignements et elle a largement circulé dans les milieux sécuritaires et les chancelleries, ce qui prouve pour RSF que Stanis n'en est pas l'auteur. Alors l'audience de ce vendredi intervient alors que l'organisation Journalistes en danger tire la sonnette d'alarme dans un nouveau rapport. En 5 ans, elle dit avoir enregistré plus de 500 cas d'attaques diverses contre la presse, dont 5 journalistes tués dans l'est du pays et 160 cas d'arrestation. L'organisation a fustigé les promesses non tenues du président Tshisekedi qui s'était engagé, selon elle, à faire des médias un 4e pouvoir. Les autorités, elles, affirment que ce rapport est incomplet, qu'il n'a pas relevé les progrès enregistrés comme l'adoption d'une nouvelle loi sur la presse. Un baobab de la littérature africaine s'est couché cette nuit. Henri Lopez, auteur congolais, est mort à l'âge de 86 ans. Né au Congo d'un père portugais et d'une mère bantoue, il a été auteur, écrivain d'une dizaine de romans, homme politique et diplomate congolais, Premier ministre de la République du Congo et ambassadeur du Congo en France. Et pour en parler, on retrouve Boniface Mongoboussa. Boniface, bonsoir. Vous êtes professeur de littérature comparée. Vous êtes un des spécialistes de la littérature, des littératures francophones, d'ailleurs, je souhaiterais dire. Merci de nous retrouver. Je voulais vous poser en première question, Henri Lopez est connu évidemment pour sa vie politique, sa vie d'écrivain,
Mais j'ai presque l'impression que c'était un peu compliqué de séparer les deux parce que dans la vie de tous les jours, on l'appelait Monsieur l'ambassadeur quand même. Il était très affable et il avait une communication née pour les autres. Oui, je crois qu'il fait partie de toute une tradition des grands écrivains qui ont été aussi des grands ambassadeurs en Amérique latine, même en France. Saint John Perse, Octavio Paz, je pense qu'il assumait bien cette fonction, cette double casquette. Double casquette, donc un homme politique, Premier ministre de la République du Congo avant d'être ambassadeur, puis d'occuper des fonctions à l'UNESCO. Qu'est-ce que vous gardez ? Il est évidemment congolais comme vous, mais qu'est-ce que vous gardez de l'homme politique ? L'élégance, la courtoisie, le respect de l'autre. C'est très important. C'était très important pour lui, effectivement. Oui. Je propose, on va passer à son œuvre, parce que vous êtes quand même professeur de littérature. On va passer à son œuvre, mais avant de passer à l'œuvre, je propose qu'on l'entende, tout simplement, lire un extrait de « Il est déjà demain », publié donc en 2018. C'était en septembre 2018 exactement, chez nous, ici, dans une émission donc à l'affiche avec Louise Dupont. On l'écoute et on en parle juste après. On l'aura compris, le fil rouge d'Il est déjà demain est le métissage, la célébration du mariage des cultures. Un métissage qui ne fut pas à son origine, particulièrement en Afrique et sous la colonisation, une romance fleurie, mais une expérience douloureuse. Mon père et ma mère furent des enfants abandonnés, arrachés à leur mère, placés dans des orphelinats sans être des orphelins. Des enfants abandonnés de leur père, réclamés par leur mère à une administration sourde à leurs cris. On vient d'entendre cet extrait justement Il est déjà demain, donc autobiographie d'Henri Lopez. Pour qualifier son œuvre, Alain Mamankou, autre Congolais comme vous, a souhaité rappeler son ironie décapante, son introspection des mœurs congolaises, car il a effectivement beaucoup raconté le Congo et le continent, d'une manière générale d'ailleurs. Oui, il y avait beaucoup d'élégance, de légèreté, de distance, beaucoup d'humour. Et je crois qu'il faut souligner cela. Il a apporté cela à la littérature. Et c'est quelqu'un qui te murmurait à l'oreille. Le sens, nous sommes un continent où les gens parlent fort, mais lui, il apportait justement l'art de la courtoisie, l'art de la conversation. Et il a bien introduit dans le roman. C'est très important. Et d'où l'humour, d'où la distance. Alors vous, votre livre préféré, ce serait peut-être pas son choix, mais ce serait Tribalique, recueil de nouvelles, c'est ça ? Oui, parce que c'est la scène primitive, tout est déjà dans Tribalique. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on l'oublie souvent, la nouvelle est un genre très, très difficile. La nouvelle a les mêmes exigences que le poème. Et donc, de ce point de vue, pour une première tentative, c'est un coup de maître. Tribalique est un grand livre qu'il faut relire. Absolument. Je note évidemment Tribalique et Pleurer et rire, évidemment, qui est un de ses chefs-d'œuvre. Merci beaucoup, Boniface Mongoboussa, d'être venu rendre hommage à Henri Lopez, qui est décédé dans les nuits de jeudi à vendredi. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, de Poto-Poto à Brazzaville, à Gambonma, en passant par Pointe-Noire. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24.